Sire, mevrouw de voorzitter van de Senaat, meneer de eerste minister, collega's uit de regering en uit het parlement, dames en heren in al uw ambten en hoedanigheden, dag op dag, 100 jaar geleden, op vrijdag 22 november 1918, heeft koning Albert I in dit eigenste halfrond een rede gehouden voor de Verenigde Kamers. Toen, al van voor 10 uur 's ochtends, zaten de publiekstribunes overvol. En de eerste die het woord toen heeft genomen was de voormalige regeringsleider Gerard Koreman. In zijn toespraak, die meerdere keren overigens werd onderbroken door daverend applaus, wenste hij de regering van Nationale Unie, die 1 dag eerder was aangetreden, veel succes. Nu de oorlog achter de rug was en het parlement zijn normale werking kon hervatten, verviel het recht van de regering om de wetgevende macht uit te oefenen zonder medewerking van Kamer en Senaat. Rond 12:30 diezelfde dag werd de zitting geschorst voor een militair défilé waar de parlementsleden konden bij zijn. Et c'est ensuite, peu après 13 heures, que le roi Albert, accompagné de la reine Elisabeth et du prince héritier Léopold, prononça son allocution. Il exposa les grandes lignes de la future politique du nouveau gouvernement. 40 minutes plus tard, le roi soldat termina son discours et quitta l'hémicycle, salué par de vives et longues acclamations. L'euphorie régnait à l'intérieur et au-dessus du palais de la Nation, et c'est de manière assez inattendue et en quelques semaines au juste que s'est achevée une tragédie qui a duré plus de 4 ans. Le pays libéré baignait dans une atmosphère de liesse. Je cite Gerard Koreman, « Nos provinces et nos villes respirent l'une après l'autre avec ivresse l'air pur et vivifiant de la liberté reconquise. Bruges, Gand, Anvers ont revu, Bruxelles revoit aujourd'hui, au milieu d'un peuple frémissant d'allégresse, d'admiration et de patriotique orgueil, le roi Albert sortit vainqueur du défi de 1914. » Mais cette euphorie fut de courte durée. La guerre et l'occupation allemande particulièrement rude avaient durement touché la Belgique dans ses infrastructures et son appareil industriel. Le scénario catastrophe d'une crise économique durable, assortie d'un chômage imposant, était bien réel. Si la reconstruction matérielle du pays constituait alors la priorité absolue, la démocratisation politique, sociale et culturelle rapide constituait également une préoccupation urgente. Une grande partie des cercles dirigeants belges étaient conscientes qu'une telle démocratisation était une nécessité impérieuse pour contrer la fièvre révolutionnaire qui contaminait à ce moment-là l'ensemble de l'Europe. Il fallait prendre congé d'un monde révolu pour en construire un nouveau. Dès lors que la politique reprenait ses droits, après 4 années de guerre, elle se devait organiser le bon déroulement de cette mutation. Het was dus, dames en heren, niet zonder reden dat koning Albert 100 jaar geleden zijn toespraak hier in dit halfrond afsloot met de oproep à l'œuvre donc, messieurs. Want er viel inderdaad geen tijd te verliezen. Sire, mevrouw de voorzitter van de Senaat, meneer de eerste ministers, dames en heren ministers, dames en heren. In het kader van de plechtigheden naar aanleiding van de 100ste verjaardag van het einde van de Eerste Oorlog wil de Kamer vandaag in velerlei opzicht de markante rede van koning Albert weer in herinnering brengen. De historica Laurence van Yperseel en Sophie de Schaapdrijver zullen de historische context schetsen van die troonrede. Laurence van Yperseel est professeure ordinaire à l'Université catholique de Louvain, où elle enseigne notamment la critique historique et l'histoire contemporaine du monde occidental. Elle étudie les traces laissées par la Grande Guerre dans les mémoires
et elle réserve dans ce cadre beaucoup d'importance à la figure du roi Albert Ier. Elle siège au comité de direction du célèbre centre de recherche, l'Historial de la Grande Guerre de Péronne. Sophie de Schaapdrijver doceerde in Amsterdam, in Groningen, in Leiden, in New York en Princeton en sinds 2001 is ze hoogleraar moderne Europese geschiedenis aan de Pennsylvania State University. Ze is de auteur van de onvolprezen bestseller De Grote Oorlog, het Koninkrijk België in de Eerste Wereldoorlog. En zeer binnenkort, morgen als ik het goed heb, zal een ander belangrijk werk van haar verschijnen, namelijk een biografie van de Belgische spionne Gabrielle Petit. Et donc, j'ai le plaisir à présent de passer la parole à la professeure Vanny Pezzé. Je vous remercie. Sire, Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente du Sénat, il y a 100 ans, jour pour jour, en ce lieu précis, le roi Albert se présentait devant les chambres réunies, clôturant symboliquement cette grande guerre qui avait commencé ici aussi le 4 août 1914. 11 jours après l'armistice, les Allemands ont enfin quitté l'ensemble du territoire belge. Pour accueillir son roi soldat, la capitale du royaume s'est mise en fête. Des monuments en stuc ont été construits à la hâte, des mâts de 15 mètres de haut ont été construits qui arborent les couleurs alliées, les drapeaux belges flottent à toutes les fenêtres des maisons et les rues sont bondées. Les troupes belges et alliées qui défilent sont acclamées par la foule, tandis que la présence de la famille royale suscite des scènes délirantes d'enthousiasme. Ici même, au Palais de la Nation, le roi prononce son fameux discours du trône, dans lequel il commence par se présenter en tant que roi soldat, c'est-à-dire en tant que chef d'armée. « Messieurs, je vous apporte le salut de l'armée. Nous arrivons de l'Isère, mes soldats et moi, à travers nos villages et nos campagnes libérées. Et me voici devant les représentants du pays. » Dans la première partie, il rend d'abord hommage à son armée et aux soldats morts au champ d'honneur, mais aussi aux civils morts pour la patrie devant le peloton d'exécution, en déportation ou lors des massacres d'août 1914. À chaque paragraphe, l'Assemblée applaudit et se lève. Dans la seconde partie du discours, le roi expose le programme gouvernemental dont l'octroi du suffrage universel pur et simple pour les hommes de 21 ans et les veuves de guerre est l'élément le plus important. L'égalité dans la souffrance et dans l'endurance a créé des droits égaux à l'expression des aspirations publiques. À cette phrase, l'Assemblée se lève à nouveau pour acclamer longuement le souverain. Enfin, le roi termine par un appel à l'unité et à la reconstruction du pays. À l'œuvre donc, messieurs, que Dieu vous soit en aide pour faire de la Belgique une patrie de plus en plus unie, de plus en plus digne d'être chérie par ses enfants. Solennellement donc, la plus prestigieuse autorité du pays affirmait l'héroïsme et le martyre de la Belgique, reconnaissait les deuils et les ruines et proclamait sa foi en l'avenir national. Ainsi, la Première Guerre mondiale se termine pour les Belges dans une joie patriotique mêlée de tristesse. Car au moment où la joie explose, les souvenirs des épreuves subies remontent dans les mémoires et les morts, plus que jamais, font sentir leur absence. Car au moment où la joie de la victoire s'exprime, la haine de l'ennemi perdure. En réalité, ni l'armistice du 11 novembre, ni la joyeuse entrée du roi Albert à la tête de ses troupes ne clôturent vraiment la guerre. Les déportés, les exilés et les prisonniers ne sont pas encore revenus. La paix n'est pas encore signée, elle le sera quelques mois plus tard. Or, le 28 juin 1919, on le sait, les vainqueurs de la guerre ont perdu la paix. Alors aujourd'hui, allons-nous fêter la victoire? Allons-nous commémorer la paix? Non, évidemment. Novembre 1918 ne fut au fond ni l'une ni l'autre. Avec la Première Guerre mondiale, le monde d'antan a définitivement disparu. Toutes les sociétés belligérantes sont en deuil, car la Grande Guerre fut une catastrophe mondiale. Au nom de la patrie, des millions d'hommes se sont jetés les uns contre les autres, se sont haïs, se sont entretués pendant 4 ans. Au sortir de la guerre, à l'heure où les nations
sont en deuil, on a réorganisé les cimetières, créés à la hâte dans le feu de l'action, tout en veillant à maintenir le sens de cette guerre, afin qu'on ne soit pas mort pour rien. C'est le cas très clairement de l'Empire britannique, le seul à ne pas rapatrier les corps. On trouve des centaines de cimetières britanniques, souvent de petite taille, du Westhoek jusqu'à Mons, en passant par Comines-Warneton. Près d'Ypres, on trouve aussi le plus grand cimetière du Commonwealth, Tyne-Cot. 12 000 corps y sont enterrés. Les tombes individuelles sont uniformisées pour marquer l'égalité devant la mort. Toutes les nationalités ou ethnies qui composent l'Empire sont mélangées pour dire l'unité de l'Empire britannique. On y a ajouté The Cross of Sacrifice de Bloomfield et The Stone of Remembrance de Lutyens pour symboliser la cause pour laquelle ces soldats sont morts, c'est-à-dire la gloire de l'Empire. Personne n'est oublié et le sens de la guerre est réaffirmé. De même, les innombrables monuments aux morts locaux érigés généralement durant la première moitié des années 20 disent l'urgence de maintenir le sens de la guerre pour la patrie et la douleur du deuil. En Belgique, comme ailleurs, ces monuments exaltent la patrie pour laquelle on a tant souffert. Mais contrairement à la France ou à la Grande-Bretagne, qui n'honore pratiquement que les soldats, la patrie belge qui triomphe au lendemain de la guerre est incarnée à la fois par les civils et par les militaires. En effet, si la figure du soldat belge reste le symbole même de l'héroïsme national, il n'occupe toutefois pas tout l'espace mémoriel. À ses côtés, on trouve la figure du civil massacré en août 14, celle du patriote fusillé ou encore celle du déporté. Selon le vécu des localités, telle ou telle figure civile peut même prendre le pas sur celle du soldat. Au fond, tous ces monuments aux morts exaltent la patrie, grandie par le sacrifice de ses enfants morts pour elle, et par là témoignent jusqu'à aujourd'hui de l'ampleur du traumatisme collectif qui n'arrive pas à prendre acte de la catastrophe. Par contre, lorsque l'on visite les cimetières allemands, beaucoup moins nombreux, ou les monuments aux morts de nos cantons de l'Est, le sens de la guerre échappe. À Wlatzlow, près de Dixmude, le cimetière abrite non pas 12 000, mais 25 000 corps, sur un territoire 2 fois plus petit que Tyne-Cot. Impossible de donner à chaque soldat une tombe. Ils sont rassemblés par 8, voire par 20, sous une petite dalle sombre. De grands arbres, des chênes ou des ormes, donnent un caractère ombragé et mélancolique à ce lieu de sépulture. La nature est ainsi convoquée pour apaiser la douleur du deuil. Une douleur exprimée de façon extraordinaire par la sculpteur Käthe Kollwitz, mère d'un soldat allemand, Peter, volontaire de guerre, mort en octobre 1914 lors de la bataille de l'Isère. Un père et une mère, à genoux, mais dignes, enfermés chacun dans leur douleur personnelle, sont brisés à jamais. Lorsqu'il pleut, les parents pleurent. Ces deux types de cimetières et de monuments disent 2 aspects de la guerre partagés par l'ensemble des belligérants. D'un côté, le sens que les gens de l'époque ont voulu donner à cette guerre, le sacrifice pour la patrie, et de l'autre côté, la réalité de cette guerre, la douleur du deuil et l'infinie tristesse de la guerre. Mais aujourd'hui, de quoi allons-nous nous souvenir? Il me semble qu'il est temps de prendre acte de ce que fut la Grande Guerre. Un immense gâchis qui a suscité une conscience collective plus aiguë et plus inquiète. Désormais, nous savons que les civilisations sont mortelles. Un immense gâchis qui a démocratisé nos sociétés par la souffrance et par la mort. Un immense gâchis qui a aussi suscité de grandes aspirations à plus d'égalité, de justice sociale, à plus de respect du droit international et de sécurité collective. Cet immense gâchis devait être la der des der. Or, on le sait, même ça, la Grande Guerre ne l'a pas été. Pourtant, ces rêves, même déçus, doivent rester les nôtres. Ils sont notre plus bel héritage. À nous, aujourd'hui, de chercher à les réaliser encore et encore, les uns avec les autres, main tendue par-dessus les tombes. Je vous remercie. Sire, mevrouw de voorzitter van de Senaat, meneer de eerste minister, dames en heren.
Gelijkheid. De Franse politieke filosoof Alexis de Tocqueville schreef ooit, terugkijkend op de Franse Revolutie, dat sinds die revolutie de hedendaagse geschiedenis van de mensheid één streven is naar gelijkheid. Gelijkheid van rechten, een gelijk recht op waardigheid. En één groot moment in dat streven geschiedde nu exact 100 jaar geleden in deze zaal en ook in deze stad, de blijde intrede van koning Albert I in het bevrijde Brussel. Dat was geen overwinningsparade, zoals in andere geallieerde hoofdsteden. Dat was een herenigingsparade. Een hereniging van leger en samenleving, van staat en burgers. Een hereniging na 4 jaar van afwezigheid, 4 jaar militaire bezetting en van een leger, een vorst en een regering in ballingschap. En die hereniging bracht een nieuw sociaal contract, een herziening van de grondwet. Het tot dan toe bestaande stemrecht gaf alle mannen van 25 jaar en ouder 1 stem. Maar daar kwamen stemmen bij voor gezinshoofden, voor wie een hoger diploma had, dat was toen een zeldzaamheid, en of voor wie vermogen had. Dus men kon tot 3 stemmen hebben. Het principe was dat wie iets had opgebouwd en dus iets te verliezen had, meer te zeggen diende te hebben. Dat principe viel nu aan het einde van de Grote Oorlog niet langer te verdedigen. Honderdduizenden, ja miljoenen burgers die geen gezinshoofd waren, die geen diploma hadden, die geen vermogen hadden zich ingezet of waren ingezet voor de bevrijding van het land. Met lijf en leden, haven en goed hadden zij hun betrokkenheid bewezen. Het was tijd voor gelijkheid, in dit geval voor enkelvoudig algemeen stemrecht. Zoals de vorst het die dag uitdrukte, ik citeer, de op edele wijze gedeelde en met een hoog hart gedragen smart is een gemeenschappelijk erfdeel geworden en uit het leed, gelijkelijk in geduld gedragen, zijn gelijke rechten geboren. Het was een politiek cruciaal moment. Het was ook een theatraal moment. Niet toevallig reed de vorst die dag de hoofdstad binnen via Molenbeek, de arbeidersvoorstad Molenbeek, de weerbarstige voorstad Molenbeek. Die route was een bewuste keuze, een in de verf zetten van dat nieuwe sociale contract tussen staat en burger. Bracht dit land het daarmee in 1 klap tot een universum van gelijkheid? Hoegenaamd niet. De kolonie bleef de kolonie. De troonrede werd uitgesproken in 1 landstaal. En het nieuwe sociale contract bracht het beginsel van 1 man, 1 stem. Vrouwen verzorgden burgers, zij waren geen burgers. En toch was het een doorbraak. Want juist die horizon van gelijkheid scherpte de blik op de lacunes in de gelijkheid. Gelijkheid is een streven. Een doorbraak is geen afgewerkt programma. En die blijde intocht met die nadrukkelijke parade doorheen Molenbeek naar de Vlaamse Poort en vandaar naar het parlement. En die troonrede die brak met generaties van zelfgenoegzaamheid. Dat was een doorbraak. Het was ook, en dat is belangrijk, een breed gedeelde doorbraak. Dat die 22 november, zoals mijn collega Laurence van Ieperzele heeft aangegeven, een dag van parades was en van emoties, doet er werkelijk toe. Want de hereniging van staat en burger in dit bevrijde land vroeg om welbegrepen ceremonieel en maakte werkelijke gevoelens los. Wat er die dag werd gevierd, plechtig en ontroerd, was het herstel van de legitimiteit in dit land. En dat is niet niets. Andere oorlogvoerende samenlevingen beleefden op dat moment, november 1918,
Een crisis van chaos en geweld beleefden de instorting van alle kaders, rechteloosheid, politieke moorden, wanbeheer, wanhoop, wilde plannen waar, zoals altijd, de gewone mensen het gelag voor moesten betalen. Een tijdperk dat zou leiden naar erger. En tegen die achtergrond leidt het herstel van de parlementaire democratie in dit land. Na 4 jaar afwezigheid, 4 jaar bezetting en ballingschap, treedt dat herstel naar voren als de prestatie die het was, als een werkelijke blijde intocht. Ik dank u. Sire, dames en heren, ik denk dat ik u aller tolk mag zijn als ik uit uw naam onze 2 spreeksters, 2 historicae van vanmiddag mag bedanken. Ze hebben ons niet alleen ingelicht, maar ook toegelicht. En hun beide toespraken waren bovendien perfect complementair. Je zou kunnen zeggen dat bij de een de nadruk wat meer lag op de feitelijkheid en ook bij de andere op de duiding, maar dat zijn waarschijnlijk woorden uit mijn vorig leven die zijn blijven plakken. Ik zou in elk geval, hoe dan ook, zeer hartelijk willen bedanken uit naam van alle aanwezigen. Dames en heren, om de 100ste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog te herdenken, heeft de Kamer ook beslist in de archieven te duiken en te grasduinen en daar het beste uit te halen. Het boek dat daarvan het resultaat is, brengt het zeer ongewone verhaal van de Kamerleden en van het Kamerpersoneel tijdens de Grote Oorlog. Et loin de l'histoire politique classique, il relate de nombreuses illustrations à l'appui les péripéties des élus et des fonctionnaires qui, à l'instar du reste de la population, ont dû s'efforcer de survivre aux hostilités, que ce soit dans le pays occupé ou à l'étranger en tant que réfugiés. En dus, Sire, mag ik het eerste exemplaar van dit historische boek aan u met veel genoegen overhandigen. Dames en heren, ik zou nu willen vragen aan zijn majesteit de koning en ook aan de professoren om onder leiding van mijn goede collega, de voorzitter van de Senaat, ons te begeven naar die kant, alwaar wij een bezoek zullen brengen aan een prachtig wandtapijt rond dezelfde thematiek. Ik moet u allen bedanken voor uw aanwezigheid en voor uw aandacht. Dank u wel.